On ajoute une page en plus en allant dans le menu de la palette page, donc insérer les pages. Voilà, OK. Sur cette page 3, on va faire un bloc. Alors, un bloc, bah, par exemple, un bloc graphique, un bloc rectangulaire, là, un bloc qui va contenir des images. Vous savez que c'est la convention. Quand on a un bloc avec des diagonales, ça veut dire que ça va contenir des images. Ça vient de loin. Avant l'infographie, quand les imprimeurs faisaient des projets de mise en page sur leur crayonné, sur leur projet papier, là où les images allaient venir, c'était un rectangle avec des diagonales qu'ils dessinaient. Et donc, on retrouve ça finalement dans InDesign. Bon, on a un bloc. Et ce bloc, ben, on peut lui donner une couleur de fond, comme ça vous allez vraiment le matérialiser, le voir, hein, voilà. Une couleur de fond. Et alors, on va utiliser un script qui sert à diviser un bloc en plusieurs autres. Donc c'est une autre manière de faire, plus cool, je pense, que le système des raccourcis. Bon, ici j'ai changé juste la couleur parce que sur la projection, on ne voyait pas trop qu'il y avait des diagonales, mais ça n'a pas d'importance qu'il y ait des diagonales ou pas. De toute façon, vous pourriez faire la même chose avec un bloc sans diagonale, puisque dans InDesign, c'est beaucoup plus souple qu'avant, que les logiciels qui existaient avant. C'est-à-dire que tout bloc, tant qu'il est vide, peut servir à contenir ce qu'on veut. Un bloc rectangulaire qui est prévu pour une image, tant qu'il n'y a pas d'image dedans, je peux le convertir en bloc texte. Un bloc texte, je peux le convertir en bloc image. Il y a une option ici. Objet, objet, contenu. Voilà, objet contenu, c'est par là qu'on peut convertir un bloc vide en ce qu'on veut. Bon, donc c'est très souple, hein. Mais bon, voilà, vous avez un bloc et on va aller chercher la palette des scripts. Menu fenêtre, utilitaire, script. Menu fenêtre, utilitaire, script. Voilà. Et là-dedans, vous avez les scripts livrés avec l'application. Et puis, normal. Fenêtre utilitaire script, vous ouvrez les échantillons. Alors, ceux qui sont sur Mac voient que les scripts se trouvent en deux versions. C'est les mêmes scripts dans les deux dossiers. Deux langages de programmation de script, Apple Script et JavaScript. Et ceux qui sont sur PC, c'est JavaScript et Visual Basic. Oui. Donc, on va aller dans JavaScript, hein, c'est bon. Là-dedans, vous trouvez plein de scripts. Ceci dit, on peut aussi en ajouter qui viennent du web. Vous allez trouver des scripts, même parfois gratuits, qui viennent du web. Personnellement, j'en ai acheté des scripts parce que ça s'achète aussi. Des scripts, notamment un script qui sert à faire des belles fractions dans InDesign, ce qui n'est pas d'origine facile. Mais bon, donc sachez simplement que les scripts, on peut en acheter ou en récupérer sur le web et les ajouter à la liste. Voilà, il y a aussi le dossier utilisateur. Voilà. Alors, le script qui nous intéresse s'appelle Make Grid. Est-ce que votre bloc est bien sélectionné? Voilà, vous allez double-cliquer sur le script qui s'appelle Make Grid. Et là, vous avez un script qui vous demande, tiens, combien voulez-vous de rangées? Bon, et voilà, et de colonnes. Ah. Donc, vous mettez 3-3, 4-3, 3-4, c'est vous qui voyez, ça dépend du nombre d'images que vous avez à mettre. Et là, vous avez le réglage des gouttières et vous allez mettre à 0, comme ça vous n'aurez pas de gouttières, ce sera pas plus sympa d'avoir les images qui collent les unes aux autres. Vous avez l'option effacer l'objet original qui est coché, c'est très bien, ça veut dire que le bloc actuel va être effacé une fois que le script aura été joué. Et pour le type de bloc que ça va faire, peu importe que ça fasse un bloc texte, un bloc graphique, de toute façon, ils sont vides, on pourra mettre ce qu'on veut dedans. Bon, voilà, une fois que vous avez réglé votre nombre de rangées de colonnes, vous avez mis les gouttières à 0, vous cliquez sur OK et le script a joué et vous avez, à la place d'un grand bloc, vous en avez
9, 12, ça dépend ce que vous aviez choisi. Parfait, ça. Bonne question. Bonne question que tu poses. Est-ce que ça fonctionne avec des cercles? Ben, on teste, hein. Quand on ne sait pas, on essaye. Voilà, un cercle. Ah ouais, enfin, moi, c'est pas un petit cercle. Eh ouais, c'est marrant ça. Bon, alors vous allez importer une image, fichier importé. Voilà, vous cliquez dans un des blocs et l'image arrive dans le bloc. Alors bien entendu, elle n'est pas du tout à la bonne dimension, donc on va faire une mise à échelle, enfin objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Donc quand vous y allez avec la flèche blanche, vous voyez que l'image évidemment déborde soit par la gauche et la droite, soit par le haut et le bas. Elle s'est agrandie pour remplir le bloc et forcément, il y a de la perte. OK. Alors, est-ce que vous savez qu'il est possible de pré-régler les blocs pour que directement, quand j'amène une image, elle se redimensionne? Eh ben, on va faire ça. Donc, vous sélectionnez un bloc vide, vous allez dans Objet, Ajustement, et vous allez demander ici Option d'ajustement de bloc. Très pratique quand on met au point des gabarits dans lesquels il y a des blocs qui vont contenir des images. Et donc, sur ce bloc vide, ça pourrait marcher sur plusieurs blocs, je pourrais tester ça sur plusieurs blocs. Oui, d'ailleurs, au fait, je clique sur Annuler, j'aurais dû sélectionner tous les blocs, en fait, pour les pré-régler comme ça. OK, alors on sélectionne tout et on y va. Objet, ajustement, option d'ajustement de bloc. Voilà. Vous avez sélectionné tous les blocs de la page, on va tous les régler d'un coup. Et donc ici, il faut demander ajustement, remplir le bloc proportionnellement. OK. Ça veut dire que dans ces blocs-là, maintenant, si jamais une image, elle devrait d'office remplir le bloc proportionnellement. Alors j'essaye, fichier importé. Est-ce que ça va trop vite pour vous peut-être? Non. Euh, Donc je vais chercher des images. Voilà. Je clique et d'office, ça se voit, l'image se redimensionne. Donc on a pré-réglé le bloc. Et quand vous faites des magazines, des choses, chaque semaine, chaque mois, vous faites la même publication sur base du même gabarit. En fait, je veux dire, vous faites sur base du même gabarit une publication avec des images différentes et des textes différents. Mais ça va servir. Vous allez pouvoir faire en sorte que vos blocs soient pré-réglés pour redimensionner les images. Bon, donc ça nécessite évidemment d'ajuster, puisqu'il y a des choses qui sont assez inacceptables dans ce que InDesign nous propose là, au niveau de la mise en page des images. Donc là, c'est avec la flèche blanche et la touche majuscule quand je déplace l'image à l'intérieur de son bloc pour qu'elle se déplace sur les axes parfaitement en vertical donc, ou en horizontal. Bon, alors, vous pouvez évidemment vous éloigner de ce qui est montré là. Donc, déjà, il faut que je dise que ceci peut servir notamment à faire des pages de couverture notamment, mais ça peut servir à faire des éléments décoratifs. Évidemment, chaque fois que vous avez des images qui se répètent comme ça peut être intéressant. Donc on peut agrandir, une des images, indépendamment des autres, bien sûr. Avec la flèche blanche, vous y allez, vous, la, sélectionnez et puis vous passez en transformation manuelle, outil de transformation manuelle. Alors avec l'outil de transformation manuelle, vous savez que vous devez prendre une, poignée du coin et la touche majuscule.
Je ne sais pas si vous savez que si en plus vous enfoncez la touche Alt, ça va faire un redimensionnement par le centre. Donc, j'y vais ici, je vais cliquer avec la flèche blanche sur une des images, je vois les poignées qui apparaissent. Je prends l'outil de transformation manuelle et avec la poignée du coin et majuscule et Alt, vous voyez que le redimensionnement se fait par le centre. Ça, c'est quand même très pratique. Voilà, une fois que c'est fait, je peux bouger avec la flèche blanche. Voilà, comme ça, vous voyez que vous pouvez évidemment recadrer une image. Vraiment, manuellement, vous pouvez choisir comment vous recadrez l'image et ne pas laisser InDesign choisir complètement ce que vous faites. Donc, je recommence pour ceux qui auraient loupé. Avec la flèche blanche, je clique sur l'image. C'est donc bien le contenu du bloc que je modifie. Je prends l'outil de transformation manuelle et je prends une poignée du coin. Avec majuscule Alt, ça redimensionne par le centre. Bien. Donc, vous avez une grille d'image, c'est sympa, mais c'est un peu monotone. Ce qui serait bien, c'est de fusionner deux blocs pour qu'à certains endroits, il y ait des images qui soient en plus grand, pour amener un peu de diversité. Et ça, c'est vraiment le secret vraiment pour faire des publications valables. C'est qu'il faut une structure dans votre document et en même temps, il faut apporter de la diversité. Donc, il faut que ce soit structuré. Et ça, on verra plus tard qu'au niveau des blocs, des textes, on verra peut-être les grilles de documents InDesign. Je leur montrerai en tout cas des exemples de grilles de documents InDesign. Il faut que ce soit structuré. Il faut qu'on sente qu'il y a une structure. Il faut pas que ce soit placé n'importe comment. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop ennuyeux. Il faut amener de la diversité. Si vous arrivez à être entre les deux, vous avez gagné. Vous avez un document valable. Bon, alors, fusionner deux blocs. On va utiliser évidemment le Pathfinder, vous connaissez. Donc, fenêtre, objet et mise en page Pathfinder. Vous l'avez déjà utilisé dans InDesign, dans Illustrator, et évidemment. Alors, je prends, pour être certain que ça fonctionne bien, je vais fusionner deux blocs, mais évidemment qui sont l'un à côté de l'autre. Enfin, pas si évident que ça, je vous montrerai après que ça marche aussi avec deux blocs qui sont éloignés, mais commençons avec deux blocs qui sont l'un à côté de l'autre. Et je vais donc, pour être certain que ça marche bien la fusion, je vais faire d'abord déborder un des blocs sur l'autre en prenant la poignée du milieu là et en la déplaçant comme ça. Donc, vous avez vu, je recommence. Je sélectionne ici un bloc, je fais déborder la poignée sur le bloc d'en dessous. Et évidemment, maintenant, avec la touche majuscule, je vais ajouter à la sélection le bloc d'en dessous. Donc, ce qui est sélectionné, c'est le bloc de cette image ici et le bloc de cette image-là. Et je vais faire une fonction d'addition. Une des deux images va disparaître. Laquelle? Celle de derrière. Celle qui est le plus à l'arrière va disparaître. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'un seul bloc grâce à ça. Et je demande un objet ajustement remplir. Voilà. Je vais faire ça avec d'autres images. Ici, par exemple, voilà. Je clique sur l'image, je fais déborder la poignée sur l'autre, j'active les deux images avec la touche majuscule et je fais une réunion. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est déjà un peu plus diversifié comme résultat. On peut le faire avec 4 si vous voulez, c'est possible aussi. Bon, vous avez vu le principe. Bien, si vous voulez remplacer une des images que vous avez utilisées, il va falloir d'abord vider le bloc avec la flèche blanche. Vous cliquez sur l'image, vous enfoncez la touche suppression. Vous pouvez sélectionner avec la flèche noire le bloc et importer une autre image. Donc, il va falloir vider le bloc
avant de pouvoir aller rechercher une autre image. Bon, là, je vais aller chercher n'importe quoi comme autre image. Je vais aller rechercher une image voilà, qui n'a rien à voir. Mais comme ça, vous voyez que donc j'ai pu faire supprimer une image et la remplacer par une autre. Il y a d'autres manières de faire, bien sûr, hein. Vous avez d'autres manières de faire, il ne faut pas s'inquiéter. Toutes les manières de faire sont valables tant qu'elles sont rapides et qu'elles amènent un résultat de qualité à la fin. Bien, alors, on va faire ceci. Vous allez sélectionner tous les blocs de la page. D'abord, il faut de temps en temps enregistrer le document. Vous voyez, il faudrait peut-être enregistrer. Ce serait pas mal. On va appeler ça deuxième doc. Et je vais même ajouter un incrément à la fin, c'est-à-dire un chiffre, parce qu'il est conseillé, quand on fait de la création, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign ou autre, il est conseillé d'enregistrer régulièrement sous un autre nom. Et un moyen facile d'enregistrer sous un autre nom, c'est de mettre un numéro à la fin, et chaque fois que j'enregistre, je l'augmente, 02, 03, 04. Quel est l'intérêt ? Eh bien, vous allez éviter que vos fichiers deviennent corrompus. À force de travailler toujours sur le même fichier, il est possible que ça devienne corrompu et qu'à un certain moment, il soit illisible. Premier problème qu'on va éviter en enregistrant régulièrement sous un nom différent. Deuxième problème, si vous faites des erreurs de création ou des erreurs techniques majeures dans votre document, vous aurez au moins la version d'avant qui sera nickel. Ce sera... voilà, parce qu'on peut faire des erreurs, des choix créatifs mauvais et se gourer et se rendre compte que c'était mieux avant. Au moins, en faisant comme ça, en enregistrant de temps en temps sous un autre nom, vous gardez les versions d'avant. Et donc, pas des smacks, c'est génial, Yann. Bon, donc, on a parlé de l'intérêt d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Les fichiers corrompus, on va éviter ça parce qu'on ne va pas toujours travailler pendant des jours sur le même document. Si on fait des erreurs créatives, on aura la version précédente, mais aussi il y a un troisième intérêt, c'est qu'en création, on donne de la richesse au document final, ça arrive très souvent, en allant rechercher des anciennes versions du document, qui ne ressemblent pas vraiment au document tel qu'il est abouti. Je veux dire, vous êtes à la version 34 de votre document, vous allez peut-être être amené à aller rechercher des choses dans la version 18 et les intégrer dans la version 34 pour amener de la richesse visuelle. Parce qu'il y avait peut-être un truc qui était bien dans la version 18 et il a disparu de la version 34, vous le réintégrez. Et ça, c'est une astuce connue. Quand on fait de la mise en page ou des affiches, on enregistre régulièrement et puis on fait un mélange à la fin de différentes choses qu'on a faites. OK, donc là, j'enregistre le document. Alors, vous avez sélectionné tous vos blocs sur la page. On va aller dans la palette des outils, mettre en avant le contour et on va mettre un contour blanc. Un contour blanc à ces images, à ces blocs. Donc, le contour blanc, c'est évidemment la couleur papier. Voilà. Résultat, vous avez mis un espace entre les images et là, c'est déjà un peu plus classieux. Si vous visualisez un affichage aperçu sans avoir les blocs sélectionnés, vous voyez ce que ça donne, c'est pas mal. Ça peut amener un peu de subtilité dans la mise en page sans avoir dû espacer les blocs. Parce que, bon, c'était quoi l'autre système pour espacer les blocs les uns des autres? De la marge. De la marge? De la marge comment? Ah oui, les gouttières, oui, mais maintenant que les blocs sont créés, il n'y a plus vraiment de notion de gouttière, en fait, hein. Ce sont juste des blocs qui sont sur une page. Les gouttières, c'était au moment où on faisait le make grid ou alors avant, quand on importait avec les raccourcis clavier pour faire la grille. Non, en fait, il y a la palette... la palette... ah, ça y est, maintenant ça m'échappe. Hein. La palette alignement, en fait. Voilà. La palette alignement permet, quand on sélectionne plusieurs blocs, de mettre un espacement entre les blocs, de gérer l'espacement. Mais c'est un peu compliqué. Donc ici, on a une astuce, c'est qu'on met un contour blanc
On met un contour blanc et ça donne l'impression que les blocs sont un peu éloignés les uns des autres. Alors, par la palette contour, menu fenêtre contour, vous pouvez évidemment augmenter l'épaisseur du contour. Bon, c'est vrai que vous l'avez là au-dessus dans les options. Bon, on est d'accord. Les options là au-dessus, ça reprend de toute façon tout ce qui se trouve dans les palettes, en fonction de l'outil activé dans la palette des outils. Voilà. Alors, il est certain qu'avec ce système, ça déborde un peu sur les images, on perd un peu des pixels. Mais c'est tellement facile pour mettre de l'espace entre les images. Et ça peut être facilement annulé. On resélectionne, on modifie l'épaisseur du contour, et voilà. Bon, ce qui peut être bien aussi pour donner de la richesse visuelle à ça, c'est de faire en sorte qu'une des images disparaisse, et à la place, on va mettre un texte. Bon, ben c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez, avec la flèche blanche, cliquer sur une des images, et touche suppression. Vous donnez la couleur que vous voulez au bloc. Ça peut être... Ah oui, on parle bien du bloc, le couleur de fond. Donc, il faut remettre la case de fond à l'avant-plan ici. Vous mettez la couleur que vous voulez. Ça peut être du noir avec une trame. Donc, ben oui, c'est ça qui se passe quand vous prenez une couleur et qu'ici, vous jouez sur le curseur teinte. Vous faites de la trame, les petits points dont on a parlé tout à l'heure. Plutôt que d'avoir un grand fond d'encre noire sur le papier, on a toujours on a des petits points noirs, en fait, avec du papier pur qui apparaît entre les points noirs. Ça ne se voit pas dans InDesign. C'est ce qui se passera sur le RIP de l'imprimeur. C'est cette création de trame. Voilà, bon. Bien, et là-dedans, on va mettre du texte, ça peut être sympa. Jusque-là, ça va? Vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le bloc et vous voyez que ça vous indique que ça va faire du texte dans le bloc, hein, du texte captif. Voilà. Et vous tapez ce que vous voulez. Là, je vais taper dogs, point d'exclamation. Voilà, j'enregistre le document. De temps en temps, il faut enregistrer. Alors, dans les dernières versions de InDesign, on peut enregistrer. Et quand on a un document très long, pendant que c'est en train d'enregistrer, on peut continuer à travailler. Ça, c'est une nouveauté. C'est l'enregistrement en arrière-plan. Mais ici, c'est un document tellement simple qu'il n'y a pas de problème. C'est tout de suite enregistré. Vous aurez un document, si vous avez un document avec des dizaines de pages, beaucoup de texte, beaucoup d'images, ça peut prendre plus de temps pour enregistrer. Ça peut prendre 30 secondes, 1 minute et demie. OK, vous allez faire un centrage dans les deux sens sur le texte. Centrage horizontal et vertical. Donc, par la palette caractère, menu texte caractère, pardon, paragraphe, excusez-moi, menu texte paragraphe. Vous allez cliquer sur l'icône de centrage horizontal. Bien entendu, vous l'avez aussi dans la palette des options là au-dessus. Donc, centrage horizontal. Et pour le centrage vertical, c'est où? Hein? Ah, dans les options du bloc. Menu objet, option de bloc de texte. Menu objet, option de bloc de texte. Vous avez ici la justification verticale qu'on va faire passer en centré. Donc, c'est menu objet, option de bloc de texte pour faire le centrage vertical. Voilà. Bon, alors, je vais ici juste modifier un peu le texte, hein, évidemment, c'est toujours modifiable. Et je vais agrandir le texte. N'allez pas trop vite, je vais vous montrer un truc que vous connaissez peut-être pas. Pour agrandir le texte, ce que vous feriez, c'est le sélectionner comme ça et aller par la palette texte caractère pour augmenter le caractère. On est d'accord. Le problème, c'est que on ne voit pas vraiment ce que ça donne, puisqu'on a notre texte qui passe en négatif, là, c'est bizarre. Et donc, l'astuce pour modifier la taille du texte dans le bloc
et réellement voir ce que ça va donner sans cet effet négatif, c'est de sélectionner le bloc avec la flèche noire. Et dans la palette des outils, vous indiquez que vous travaillez sur le texte avec le petit T qui est là. Et grâce à ça, vous allez pouvoir modifier la taille de la police et vous voyez directement ce que ça donne. Pas de problème. Vous n'avez pas dû la sélectionner avec l'outil texte. Donc tout le contenu du bloc subit ce qu'on fait là, réglage de paragraphes, de caractères, etc. De couleurs aussi, on peut changer la couleur. OK. Vous êtes toujours en train de modifier le texte, vous avez toujours le petit T là qui est enclenché à cet endroit-ci. Alors quand il s'agit de titres, il faut faire fort attention à l'approche de pair, c'est-à-dire les espacements qui sont entre les lettres. Bon, c'est un titre et ils n'ont pas vu ça, je suppose, comment régler l'approche entre 2 lettres? Un peu? C'est abordé. On va faire ça rapidement. On va demander à InDesign de faire une approche de pair automatique. C'est-à-dire que InDesign va analyser les espacements qui sont entre chacune des lettres l'une à côté de l'autre, entre le O et le G, entre le G et le S, entre le D et le O, etc. Voilà. Il va analyser tout ça, il va mettre l'espace idéal. Et pour ça, il suffit de passer ici de métrique à optique. Et vous allez voir que tout de suite, ça va changer quelque chose au niveau de la manière dont le mot est écrit. Alors, je vais... Voilà. Voilà. Vous avez vu que les lettres ont un peu bougé? Alors, c'est subtil, mais c'est vraiment une super astuce. Quand vous faites des titres dans InDesign, ou même aussi dans Illustrator ou dans Photoshop, ça existe dans les 3 logiciels maintenant, cette fonction. Ça vous met... ça vous règle vraiment l'approche entre les lettres, comme un graphiste l'aurait fait manuellement. Bon, ceci dit, vous pouvez encore y aller manuellement. Et ça, je pense que vous l'avez fait. Donc, hein. Si vous mettez le curseur texte entre 2 lettres, vous avez le curseur qui clignote. Si vous allez bouger ici, ça va influencer. Hein. Donc ça, c'est les réglages manuels. Vous pouvez commencer par un réglage optique qui automatiquement va faire l'approche de pair. Et puis, vous allez modifier si vous pensez que vous pouvez manuellement faire mieux. D'accord? Oui. The first c'est moi des règles. Alors, je resélectionne mon bloc avec la flèche noire et j'indique à nouveau que je vais modifier le contenu, le texte. Vous savez que vous avez également, dans la palette caractères, quelque chose d'assez intéressant qu'on devrait faire d'ailleurs avant de régler l'approche de pair. C'est l'approche de groupe, c'est ici. L'espacement global entre les lettres. L'espacement global entre les lettres ici, l'approche de groupe. Et ça peut être très intéressant pour faire des titres qui ont de la classe, c'est d'espacer exagérément les lettres. Voilà. Donc, approche de pair ici, approche de groupe ici. Bon, concernant l'approche de pair, qui fait vraiment partie du boulot du graphiste, c'est vraiment ça qui fait la différence de ce genre de détails. Hein. En fait, la différence entre le document que Monsieur Tout-le-Monde pourrait faire et le document qu'un graphiste ferait, c'est une somme de petits détails. On va parler beaucoup de petits détails et pris séparément, vous allez trouver que c'est un peu exagéré, que c'est vraiment un détail. Mais quand on ajoute ces petites astuces dans le même document, ça donne un côté professionnel. Et donc, je vous parle vraiment du boulot ici du graphiste. Je vais taper ici sur Google ceci, The Kerning Game. Kerning, ça veut dire approche de pair. Et c'est un jeu sérieux qui est proposé pour apprendre à faire manuellement régler les espacements entre les lettres.
Donc, le premier résultat qui arrive là, quand vous avez tapé The Kerning Game, c'est le jeu sérieux. Je vous invite à tester ça un peu pendant 2-3 minutes. Donc ici, on vous montre qu'avec les flèches gauche et droite sur le clavier, vous pouvez bouger les lettres. Une fois que vous avez compris ça, on passe réellement au vrai jeu, où il s'agit de sélectionner les lettres qui sont, une à une, les lettres qui sont entre les deux extrêmes, donc pas la première, pas la dernière, mais les lettres intermédiaires, et les bouger avec les flèches gauche et droite du clavier. Si vous enfoncez évidemment la touche majuscule en même temps que la flèche gauche et droite, ça va plus vite pour bouger. Ça, vous connaissiez, c'est comme ça dans tous les logiciels Adobe déjà. Ici, ce n'est pas un logiciel Adobe, mais ils ont repris le principe de la touche majuscule qui fait déplacer plus vite. Voilà. Et vous êtes censé positionner les lettres et puis cliquer sur Compare. Et ça vous dit quel est votre score. Voilà, 54% par rapport à le positionnement idéal de la lettre, des lettres. Suivant. Voilà, il faut vraiment avoir l'œil, il faut le sentir en fait. Hein. C'est vraiment du cas par cas, ça dépend des mots. Voilà. Etc. Donc, je vous laisse jouer avec ça, c'est très intéressant pour apprendre. Donc, le but, c'est quand même que le bloc, que le mot fasse bloc, en fait. Hein. Il faut que quand on voit le mot de loin, on n'ait pas l'impression qu'il y a un trou à un certain endroit. C'est ça l'histoire. Donc, ici, avec l'outil texte, je vais faire en sorte que mes deux mots soient sur deux lignes différentes. Donc, je mets le curseur en face de mes deux mots et je vais le chasser à la ligne suivante avec le saut de ligne forcé, c'est-à-dire majuscule retour chariot. Donc, pour être certain qu'on est tous d'accord, le saut de ligne forcé, c'est pas créer un nouveau paragraphe, c'est faire un saut de ligne forcé, c'est majuscule et ce qu'on appelle le retour chariot, que vous appelez la touche entrée, mais en fait, dans InDesign, on fait la différence entre la touche retour chariot et la touche entrée qui est là, en bas à droite du clavier. Mais vous pouvez l'appeler la touche entrée si vous voulez, pour l'instant, ça marchera bien. Voilà. Je vais supprimer le point d'exclamation. Et je vais manuellement, cette fois-ci, parce que je veux faire un réglage différent de dimension sur les deux mots, je dois manuellement le sélectionner et bien sûr aller modifier. OK. Tant que j'y suis, je règle l'interlignage aussi, mais bon. Voilà. D'accord? Donc ici, le mot du dessus, il a une certaine dimension. J'ai réglé une certaine approche. Le mot du dessous a une certaine dimension aussi. Et en sélectionnant le tout, l'interlignage, j'ai été choisir un espacement entre les deux lignes. Alors, dans InDesign, quand on travaille le texte, il faut le plus souvent être en affichage normal et demander d'afficher les balises texte, afficher les caractères masqués. Donc, être en affichage normal et afficher les balises en faisant texte, afficher les caractères masqués. Et là, on voit les balises. Vous avez travaillé comme ça déjà ? Avec les balises, vous allez voir que c'est vraiment super important de voir les balises. On ne sait pas travailler vraiment le texte sérieusement dans InDesign sans visualiser les balises. Et cette balise-là, bizarre, celle-là, c'est la balise de saut de ligne forcée. Donc, vous avez rejeté le deuxième mot à la ligne suivante grâce à cette balise-là. La balise qui est là, le point, c'est un espace. Ouais, je peux le supprimer. Vous avez vu ça ? Le point, ça représente un espace. C'est la balise de l'espace. Si je mets mon curseur là et j'enfonce la touche suppression, l'espace est supprimé. Mais en fait,
il n'est pas pris en compte pour faire le centrage, donc qu'il soit là ou pas, ça marche. Alors, enregistrer le document sous un autre nom, toujours la même logique que Oui. bien, on va faire des effets spéciaux. Bon, là, vous pouvez repasser en affichage aperçu temporairement si vous voulez. Voilà. Donc, touche W sur le clavier si vous voulez. Je sélectionne le bloc et je vais lui mettre un effet spécial qu'on appelle ombre interne. Donc, c'est menu Objet, Effet, Ombre interne. Objet, Effet, Ombre interne. Et vous voyez ce que ça fait? Ça donne l'impression que le bloc est creusé dans le papier. C'est une ombre interne. Bon, sinon, vous avez aussi l'ombre portée. Vous pouvez décocher ombre interne et tester ombre portée. Voilà. Alors, petite astuce pour les ombres portées, c'est quand c'est à 40% que ça donne le mieux sur le papier, sur les impressions. InDesign vous met une ombre portée à 75%, mais 40%, ce serait mieux. Vous avez compris que pour voir le paramétrage de l'ombre portée, vous êtes obligé de cliquer sur le nom ombre portée pour qu'il soit en surbrillance, et là, vous avez le paramétrage ici. Bon, mais je pense que ce qui donne le mieux, finalement, c'est une ombre interne, donc je vais garder ombre interne. Voilà. Pour l'ombre interne, j'ai aussi le paramétrage quand je clique sur le mot ombre interne, notamment l'angle. Merci. Alors, part of this function could be taken all in the thing. Bon, It is a famous. OK. Ah oui, j'ai pas dit, mais il fallait cocher la case aperçu pour que ça fonctionne. Bon, pour voir en temps réel ce que ça donne. What? Look. Voilà. Alors oui, j'ai un truc bizarre que vous avez peut-être aussi, c'est que l'image du haut, là, le chien pourri, là, il a un bord blanc, alors que l'autre chien ici, qui est en fait un guépard, n'a pas le bord blanc. Bon, ben, ça va être réglé si j'envoie le bloc du texte complètement à l'avant ou complètement à l'arrière. Il a fait de bêtises, là. Bon, donc le bloc ici est sélectionné. Je vais dans Objet, disposition, premier plan. Ceci dit, je pourrais aussi utiliser la palette des calques. On va l'utiliser bientôt, la palette des calques. Objet, disposition, premier plan, et vous voyez que le problème est résolu. Ou alors, objet, disposition, arrière-plan. Et voilà. Donc, l'un ou l'autre. Je pense que objet, disposition, arrière-plan donnera mieux. L'un ou l'autre, en ayant l'objet complètement au premier plan ou à l'arrière-plan, il n'y a plus d'objets intermédiaires qui viennent. Enfin, vous avez compris le principe. Donc,